Coucou tout le monde, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle palle, pour un nouveau challenge, enfin nouveau qui a déjà été fait l'année dernière. C'est le challenge Mozart qui est animé par Véronique Parenin, dont je vous mettrai le lien pour sa page Instagram dans lequel il y a tous les détails, et qui est un challenge littéraire mais qui tourne autour de l'art en général, c'est-à-dire l'art de la scène, l'art pictural, l'art de la musique et de toutes les histoires ou autres d'ailleurs qu'on peut trouver qui tournent autour de ces thématiques-là. Alors l'année dernière, franchement, je l'avais déjà fait, je m'étais régalée à faire une palle, surtout que c'était dans une période où je renouais avec plaisir avec l'art. Sous plusieurs formes d'ailleurs, et donc écoutez, dès qu'elle a sorti l'édition cette année, je me suis dit oui, je vais absolument le faire. Après, comme d'habitude, le temps de faire la palle, machin, on n'a pas toujours le temps de filmer quand on veut, voilà, donc c'est pour ça que ça, du coup, on est le 11, c'est pas grave, mais du coup, je voulais vous donner éventuellement quelques idées si vous n'en aviez pas. Moi personnellement, ça me motive beaucoup, donc écoutez, on va voir tout ça ensemble. Sinon, j'espère que la lumière sera pas trop mal parce qu'en fait, là, j'ai mis la pleine lumière pour essayer de voir la différence avec d'habitude quand c'est la fenêtre et la lumière naturelle. On verra bien le résultat et puis si c'est pas terrible, je suis désolée, hein, voilà. faut tester pour voir un petit peu ce que ça donne à la fin puisque parfois sur l'écran de téléphone, on voit pas forcément bien en fait ce que ça va donner au final. Alors, écoutez, on va commencer avec la première catégorie qui s'appelle Berthe Morisot. Et qui tourne autour de la peinture, couleur, fresque, classique. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, très important, ce challenge, même s'il tourne autour des arts, n'a pas que des catégories strictement confinées à l'art. C'est-à-dire que chaque catégorie est pour un art, mais elle met aussi plusieurs autres possibilités, comme ici, classique. Voilà. Donc pour celui-ci, alors j'en ai choisi plein parce que malheureusement, tout ce que j'ai, la majorité de ce que j'ai trouvé cette année tourne autour de la peinture, pas vraiment autour d'autre chose, contrairement à l'année dernière. Mais comme d'habitude avec moi c'est une pioche à lire, donc on verra bien celui qui me plaît le plus, hein. Forcément je vais pas tout lire, faut rester réaliste. Voilà, alors donc j'ai d'abord décidé de mettre La fabrique des poupées, qui est un livre que j'ai pas mal vu tourner sur les réseaux à un moment donné, mais pour lequel je ne connais absolument pas l'histoire. J'avoue que je suis intéressée parce que je trouve la couverture très belle, puisque ça a l'air d'être une espèce de recréation de scènes sous verre, qui me rappelle un petit peu le monde des automates et des marionnettes, qui est quelque chose aussi d'un petit peu particulier que j'aime bien. Mais apparemment, cette histoire tourne autour du mouvement pré-raphaélite. Voilà, c'est la seule chose que je sais. Alors, je n'ai pas vraiment regardé les retours sur ce livre. Je sais juste qu'à un moment donné, il avait pas mal tourné. J'ai vu la couverture, ça m'a plu. Je l'ai pris. Mais c'est vrai que du coup, le résultat ou mystère et boule de gomme, voilà. Alors sinon, j'ai aussi choisi de mettre un classique de Virginia Woolf qui s'appelle, alors selon les versions, puisqu'apparemment il y a plusieurs versions du titre, Le phare, Voyage au phare, je sais plus quoi du phare. Bref, je n'ai jamais lu Virginia Woolf, qui est une écrivaine quand même très très connue et qu'on met facilement dans les classiques. Je n'ai jamais eu l'occasion. Ce livre-là est assez court, donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Pourquoi est-ce qu'il colle dans cette catégorie? Parce que dans les mots-clés, quand j'ai regardé sur Babelio, il collait avec peinture. Voilà. Le résumé de l'histoire, il semblerait vraisemblablement que ce soit l'histoire d'une famille pour laquelle un petit garçon veut absolument aller faire un voyage vers un phare. Je ne sais plus pourquoi, mais le résumé en soi ne m'annonce pas du tout de peinture. Alors je ne sais pas quel rôle ça va avoir dans le livre, mais ça faisait partie de la catégorie, donc on verra bien, Mais je pense qu'il y a des chances que ce soit l'un de ceux que je choisisse en priorité, puisque ça fait un petit moment que j'ai envie de lire un livre de cette autrice, voilà. Sinon, j'ai également mis La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, qu'on ne présente plus. C'est un livre qui est très très connu, qui tourne autour d'une pseudo-biographie romancée de Vermeer, de Delft, qui est très connue pour La jeune fille à la perle, pour La laitière, pour beaucoup de peintures en fait flamandes de cette période-là, donc du XVIIIe siècle. Et effectivement, comme j'ai déjà lu d'autres livres de cette autrice que j'ai bien aimé, j'ai lu Prodigieuse créature qui tournait autour de la paléontologie, que j'ai absolument adoré, ça avait été un coup de cœur. Et La dame à la licorne qui lui était sur la tapisserie du Moyen-Âge. Alors celui-là j'avais un petit peu moins aimé parce qu'il y avait certains détails qui m'avaient moins plu, mais ça j'en avais parlé dans ma vidéo point lecture à ce sujet-là.
Mais par contre, j'avais adoré justement tout ce qui était la description du monde des tisserands, de l'artisanat, du commerce artistique à l'époque. Donc, pour moi, c'est une autrice à ce niveau-là qui, quelle que soit l'histoire, se renseigne bien sur son sujet et c'est ça qui m'intéresse, en tout cas dans cette thématique-là. Donc, voilà. Je l'ai en audio et ça fait un petit moment que je pense à commencer à me l'écouter. Voilà, donc je me dis ce serait un rajout plutôt aisé, puisque un audio c'est quand même facile à écouter, mais bon après ça dépend toujours du narrateur, c'est toujours un peu le problème. On verra bien, je vous en dirai des nouvelles. Sinon, j'en ai également rajouté 3 autres, alors ceux-là un petit peu plus de côté, pas parce qu'ils me tentent moins, mais pour des raisons diverses, puisque ce sont plutôt alors des essais pour 2 d'entre eux, et puis un autre en fait, un livre que j'ai déjà lu. Alors celui que j'ai déjà lu, il s'agit de l'œuvre de Zola, un livre qui s'appelle L'œuvre, qui tourne autour de la peinture, dont le personnage principal est un peintre. Ça ne pouvait que coller à la catégorie. En plus, cette catégorie-là est aussi pour les classiques. Il colle à tout point de vue. Alors pourquoi j'ai dit entre guillemets? Parce que c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée et dont je ne me rappelle absolument de rien. Malheureusement, rien du tout. Et il y a à peu près 1 an ou 2 ans, j'ai décidé de redécouvrir Zola en reprenant, j'ai commencé avec Thérèse Raquin que j'ai adoré et la fortune des Rougon que j'ai adoré aussi, alors que d'après certains c'est franchement pas l'un de ses meilleurs. Et j'ai envie de continuer parce que j'adore l'écriture de Zola, je trouve qu'il a une écriture superbe, des histoires prenantes et du coup je me disais puisque ça colle, pourquoi pas, d'autant plus que je ne me rappelle absolument pas. Par contre, c'est un pavé, j'en ai déjà prévu d'autres. Est-ce que je lirai dans ce contexte-là? Peut-être, peut-être pas, parce que je change d'avis comme de chemise. Alors ça se trouve, demain, ça va me péter, je vais le commencer. Mais en tout cas, c'est planifié, je veux absolument lire ce livre, le relire, voilà. Et un petit peu dans le même style, j'ai aussi mis du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Ouais, le titre est un petit peu long, pourtant je le connaissais bien à une époque, de Kandinsky. Alors je trouvais qu'il collait bien parce que non seulement il s'agit de peinture, mais c'est un essai écrit par Kandinsky, donc qui est lui-même peintre, un peintre ultra connu dans l'art contemporain. Si vous ne connaissez pas, un petit coup de Google, vous allez voir tout de suite. Alors personnellement, alors je tiens à dire que quand je donne des opinions, c'est personnel, hein, je ne juge absolument rien, mais je ne suis pas fan d'art contemporain. J'ai jamais eu vraiment d'atome crochu avec ça, surtout l'art abstrait en fait. Et pourtant je l'ai étudié et c'est vrai que entre les éviers qui sont exposés, les choses comme ça, je comprends pas bien. Il y a des choses qui me sortent un petit peu de... J'ai du mal à comprendre le message ou l'utilité ou le travail tout simplement qu'il y a derrière. Voilà, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. En attendant, et parce que j'avais eu un cours d'art contemporain, j'ai appris à apprécier quand même certaines choses. C'est-à-dire que quand il y a des idées intéressantes ou des concepts intéressants, si j'ai l'explication, là, ça peut devenir intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'œuvre en tant que telle qui est intéressante, mais tout ce qui, derrière, a poussé à sa construction. Je pense notamment à Carré blanc sur fond blanc de Malevich, ou rien qu'avec le titre, c'est pas la peine que je vous montre une photo, et que j'avais d'ailleurs eu en examen et on n'a pas eu de photo, mais où effectivement toute la construction derrière qui a amené à la création de cette peinture était passionnant, était très intéressant. Par contre, je ne comprends pas après les gens qui reproduisent des œuvres qui ont déjà été faites, c'est-à-dire que souvent quand c'est reproduit, l'idée n'est pas forcément reproduite, c'est plus en fait parce que faut pas déconner, ce sont des œuvres qui se vendent très très cher, parce que bon, il y a toujours une communauté élitiste qui, si c'est bizarre et que les gens comprennent pas, ils vont penser que c'est bien et payer des millions. Et c'est un petit peu ce qui me dérange dans l'art contemporain, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'artistes qui reproduisent sans arrêt les mêmes choses, voire même qui consacrent toute leur œuvre à une seule couleur ou à une seule forme. Et j'ai envie de dire, alors que théoriquement ou philosophiquement ça puisse être intéressant de comprendre la recherche, oui. Par contre, d'avoir des millions dépensés pour ça et d'avoir, en même temps c'est leur pognon, ils font ce qu'ils veulent, mais d'avoir des galeries entières de musées consacrées à ce genre de choses, moi je comprends pas trop. Souvent quand je suis dans un musée d'art contemporain, je regarde les trucs, je suis comme ça. De temps en temps, il y a un truc, je me dis, oh, alors ça c'est intéressant, mais c'est vraiment de temps en temps. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie, mais juste pour vous expliquer un petit peu ma conception des choses. Pourquoi? Parce que je ne suis pas par exemple fan de l'œuvre de Kandinsky, même si je la trouve déjà plus intéressante que du bleu partout d'Yves Klein ou du noir partout de Soulages, même si Soulages travaille sur la matière, ça peut être un petit peu intéressant, mais jusqu'où on peut aller en faisant ça toute sa vie.
Encore une fois, je critique ni les gens qui aiment, ni les artistes. C'est un ressenti personnel. L'art, c'est très, très subjectif. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est un livre, justement, que j'avais dû lire à la fac. Et je me rappelle qu'il m'avait plu. Il m'avait beaucoup plu. Il est assez court. Et Kandinsky a été le premier peintre à théoriser son art de façon philosophique et à exprimer des idées au-delà, en fait, de ce que la peinture en elle-même était, de l'idée de représentation, mais plus de l'idée de ressenti. Donc c'est quelque chose, en fait, qui a enclenché tout un mouvement littéraire autour de l'art à sa suite, et qui donc, pour ça, est un texte fondateur autant en art qu'en littérature. Donc c'est très, très intéressant. Et d'autant plus que Kandinsky avait, comment on appelle ça, il y a un trouble neurologique dont je ne me rappelle plus le nom, je vous le mettrai quelque part si je m'en rappelle, qui fait que parfois les sens ne correspondent pas à ce à quoi on s'attend. Il y a des gens qui sentent l'odeur des mots, ou qui voient les couleurs des mots, ou qui entendent des mots dans des sons, ou qui voient des couleurs dans des sons. Et Kandinsky, en fait, avait ce trouble neurologique. Donc son opinion, son point de vue, sa façon de percevoir les choses, de créer et de son processus, en fait, son procédé, a un intérêt très particulier aussi vis-à-vis de ça. Donc c'est un livre qui est très court et que je veux vraiment relire par rapport à ça, parce que je me rappelle très bien que même en étant jeune, justement, ces idées m'avaient beaucoup plu, m'avaient beaucoup... donc du coup, que je détache un petit peu de l'art, mais c'est vrai que du coup, avec ça, après, on regarde son art à lui, en tout cas, avec des yeux un petit peu différents. Avec des yeux différents, comme si je changeais, c'est ignoble, désolée. Avec un regard différent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis pour la peinture, on est bon, c'est déjà suffisant, vous inquiétez pas, il y en a moins dans les autres catégories. Alors, deuxième catégorie, il s'agit de Toulouse-Lautrec avec dessin, ligne, graphique, album, jeunesse. Je vous récapitulerai toutes les catégories en note, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pour celui-ci, j'en ai mis deux. J'ai mis un graphique qui s'appelle le dessin, parce qu'il s'appelle le dessin. Voilà, j'ai vu la couverture passer, en fait, quand je cherchais des choses un petit peu autour de l'art, et je me suis dit, bah, on peut difficilement faire mieux, une BD, ça veut dire que c'est dessiné, qui s'appelle le dessin. Alors espérons que ça a un rapport. Ça sera la surprise, mais voilà, en plus j'ai vu qu'il était plutôt bien noté. J'ai fait exprès de ne pas lire le résumé pour avoir la surprise. On voit sur la couverture un homme devant un canevas. J'imagine quand même que ça va forcément avoir un rapport avec l'art. Voilà, entre le dessin, entre le titre et la représentation sur la couverture, je pense qu'on va être dans la bonne catégorie. Ensuite, j'ai également choisi un livre que j'ai dans ma palle depuis un moment, et il s'agit de Mon nom est rouge d'Orhan Pamuk, qui est un auteur turc. Et ce livre est un roman historique. Alors c'est un livre historique très romancé, mais qui revient sur une période de l'Empire ottoman et qui revient vraisemblablement sur la vie d'un artiste d'enluminure. Je ne savais pas où le mettre. L'enluminure en soi, c'est de la peinture, mais la catégorie peinture était déjà tellement pleine. Et il n'y a pas de catégorie, par contre, comme l'année dernière, pour tout ce qui est artisanat, art déco, ce type de choses. Donc, je l'ai mis là parce qu'en même temps, pour faire des enluminures, ben, il faut d'abord les dessiner avant de les peindre. Ça, c'est obligatoire. Si on regarde un petit peu le travail de l'enluminure, il y a toujours des tracés avant. C'est un côté assez mathématique. Hein, donc... Et du coup, comme j'aime beaucoup tout ce qui est enluminure, j'aime beaucoup en fait tout ce qui est artisanat, tout ce qui est art un petit peu public, même si j'aime aussi l'art qu'on retrouve dans les musées, mais ça aussi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, comme l'orfèvrerie, comme ce type de choses. Et plus en fait pour le travail qui est fait derrière, donc je me dis en plus c'est historique. Il y a pas longtemps j'ai dit que j'aimais beaucoup les romans historiques et que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Donc je me disais bah c'est parfait, ça va m'inspirer, ça va me donner envie. Après, encore une fois, on verra bien ce que je pioche, mais celui-là, il a l'air bien barré. Sauf qu'il me semble qu'il est assez gros aussi, donc on verra bien. Mais je peux peut-être alterner un petit essai, un gros bouquin, un graphique, histoire d'équilibrer un petit peu le schmilblick. Voilà. Catégorie suivante, il s'agit de Zaha Hadid, alors que je ne connais pas du tout. Mais puisque la catégorie, c'est architecture, décoration d'intérieur, design, mobilier, inclusivité, biographie, j'imagine qu'il s'agit d'un architecte ou d'une architecte. Alors là, j'ai mis deux livres. J'ai mis la biographie d'Anaïs Nin.
mal à parler d'un coup, qui est un roman graphique en fait que je ziotais depuis très longtemps, mais dont il n'avait pas encore fait de version numérique. Alors forcément, comme moi je n'ai pas accès à des livres physiques, à moins de les faire venir à des prix faramineux, enfin donc c'est pas la peine. Du coup, il fallait que j'attende désespérément qu'il sorte la version numérique, et ça y est, c'est fait. Donc du coup, si je choisis de lire celui-là, je pourrais le prendre sans aucun problème. Anaïs Nin, qui était une écrivaine, une poétesse essentiellement, plutôt connue dans les milieux LGBT pour en fait ses textes, ses combats, sa représentation. C'était quelqu'un qui montrait effectivement ses tendances sans forcément se réfréner, et qui du coup est devenue un petit peu une figure de proue. Je n'ai jamais rien lu d'elle, j'aimerais bien, mais j'aime beaucoup aussi lire des biographies d'auteurs, d'artistes, de gens comme ça qui ont eu des destins un petit peu particuliers, et puis surtout qui ont ouvert la voie à un petit peu plus de liberté, si ce n'est des lois ou des opinions, mais au moins un petit peu de liberté dans la tête des individus, et qui se sont sentis plus à l'aise de finalement ne pas forcément faire partie de ce qu'on appelle la norme. Mais quelle est la norme, hein, voilà. Mais beaucoup de gens effectivement sont encore trop dans des idées très fermées, et je trouve justement ce genre de choses très bien, même si on a l'impression d'être plus ouvert d'esprit de nos jours. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, et il ne faut jamais oublier que les portes qui ont été ouvertes peuvent toujours être refermées. Donc j'aime beaucoup justement lire non seulement le résultat, mais le destin, le parcours en fait. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là ont fini par s'exposer, par donner leurs idées, par s'exprimer, par nous montrer un petit peu la voie. Et donc celui-là m'intéressait énormément par rapport à ça, d'autant plus que les quelques images que j'en avais vues, les graphismes ont l'air très beaux, donc voilà, donc ça me semble parfait. Sinon, j'en ai choisi un autre. Je suis désolée, il est tout petit, il faut que je m'approche de l'écran. Donc si vous voyez mon crâne, c'est normal. Le roman de Léonard de Vinci de Dimitri Merejkovski, désolée pour la prononciation, et qui est une biographie romancée de Léonard de Vinci, mais qui date vraisemblablement de la fin du 19e. Voilà, qui apparemment est assez connue dans certains cercles, mais dont moi personnellement je n'ai jamais entendu parler avant, et du coup qui m'intrigue beaucoup. Il semblerait que ce soit un livre qui est très beau, très bien écrit, qui imagine la vie de Léonard de Vinci en mêlant ce qu'on connaît de lui avec ce qu'on peut imaginer de sa personnalité, de ce qui s'est passé à cette époque-là, des faits historiques, et qui apparemment était un roman assez en avance sur son temps, puisqu'à l'époque il n'y avait pas tant de biographies romancées que ça par rapport à maintenant. Donc un livre intéressant à plusieurs niveaux. Et donc j'ai oublié de préciser le pourquoi ça a fini dans cette catégorie, c'est que Anaïs Nin rentre dans la catégorie inclusivité, mais aussi le fait que ce soit un graphique de toute façon correspond à l'art en tant que tel. Et puis Léonard de Vinci, bon c'est une biographie, mais c'est Léonard de Vinci, voilà, donc on combine deux choses. Catégorie suivante, il s'agit de Chiharu Shiota, pour sculpture, installation, tissu, mode, essai. Alors, Chiharu Shiota, il me semble que j'en ai déjà entendu parler, parce que quand j'ai vu des photos de ses œuvres, ça me disait quelque chose. Malheureusement, je n'en ai jamais vu, parce que ça fait partie des œuvres d'art contemporain qui, sans forcément les comprendre, m'intriguent beaucoup. Vous pouvez aller voir directement sur internet, ou peut-être que je vous mettrai une image, mais en fait c'est un ensemble de fils tissés ensemble et suspendus. Voilà, qui sont tendus entre plusieurs endroits, c'est tout. Mais je trouve que les figures qu'elle fait, ou l'impression un petit peu il y a une espèce d'impression en fait de voir quelque chose qui coule, quelque chose qui descend, qui nous tombe dessus. C'est un petit peu particulier, et du coup je trouve ça intriguant, voilà. Et puis ça m'emmerde quand même d'habiter au Japon, puis de jamais l'avoir vu dans aucun musée, mais alors je ne suis peut-être pas allée dans les bons, va falloir que je regarde ça. Revenons-en à nos bouquins, puisqu'on n'a pas de moutons. Et du coup, pour cette catégorie-là, alors j'ai un petit peu trichoté pour changer. J'ai choisi le tome 2 du manga Bride Stories, parce que quand j'avais été dormir dans un hostel manga l'année dernière à Tokyo, en fait, ils avaient plein de mangas accessibles. Je vous mettrai le lien vers mon vlog que j'avais fait justement en allant là-bas. Et ils en avaient quelques-uns en anglais, dont Bride Stories, dont j'ai toujours entendu parler en bien, et dont le sujet m'a toujours intéressée, puisque, bon, même si les histoires de mariage en soi, ça ne m'intéresse pas, mais ça se passe dans une sorte de
d'histoire ancienne entre le Moyen-Âge et la Renaissance chez nous, mais en fait, ça se passe chez des nomades en Asie centrale. Et du coup, moi, c'était ce côté-là qui m'intéressait. Et quand je l'ai lu, je l'ai adoré parce que, encore une fois, ça se rattache à l'artisanat. Parce que dans cette œuvre-là, l'artisanat est montré dans les moindres détails. Les dessins sont sublimes. L'histoire est intéressante. L'histoire est celle d'une jeune fille qui se retrouve dans un mariage arrangé avec un jeune garçon qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui est encore un enfant en fait, et qui, en fait, en tout cas à ce stade-là, ce type de tradition n'est pas vraiment remis en cause et n'est pas accusé, et on se retrouve avec deux personnages qui finalement, entre une jeune fille et un enfant, vont plutôt se retrouver dans une relation frère-sœur, mère-fils, qu'on pourrait trouver dérangeant, mais que ce manga ne montre pas comme dérangeant dans le sens où ils ont plus une relation amicale, une relation de jeu, donc ils se font découvrir plein de choses. Enfin, il y a des choses vraiment très intéressantes, très... Je sais pas, j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Et puis ce côté d'artisanat, on nous montre l'artisanat du bois, l'artisanat céramique, plein de choses, mais vraiment sur plein de pages. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que la façon avec laquelle on montre les détails sur les dessins, c'est magnifique. Voilà. Donc, pourquoi je l'ai mis là? Je l'ai mis là à cause de tissu. Voilà, parce que c'est vrai qu'on nous parle aussi beaucoup de la tenue de ces gens-là, du type de tenue traditionnelle qu'ils portent. Je pouvais pas vraiment le mettre dans d'autres catégories. Et puis sinon, pour cette catégorie, j'avais rien. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Toujours dans cette catégorie, j'ai aussi mis Find Your Artistic Voice. Alors, c'est un livre que j'ai pris il n'y a pas longtemps, dont j'ai entendu parler en très bien par certains artistes, ou en tout cas des personnes qui pratiquent les arts. C'est un recueil d'interviews d'artistes, mais pas que, c'est-à-dire d'écrivains. En fait, toutes les personnes qui font partie du monde des arts avec un grand A, c'est-à-dire en général, quel que soit le milieu littéraire, musical, pictural, etc., etc., et qui décrivent pas forcément leur parcours, mais plutôt comment ils ont découvert leur inspiration et leur style. Et à travers en fait chacun de leurs textes, à travers chacune de leurs expériences, il semblerait qu'il soit assez facile de s'y rattacher, de les comprendre et du coup de se poser des questions, de se remettre en question sur certaines choses pour justement trouver sa propre inspiration, son propre style et son propre mode de fonctionnement d'un point de vue artistique. Voilà, c'est un livre encore une fois qui est très court, donc ça m'intéresse grandement. En même temps, je l'ai pris il y a quelques jours, donc c'est que je suis plutôt motivée pour le lire incessamment sous peu. Voilà. Catégorie suivante, il s'agit de Viviane Mayer pour photographie, vidéo, cinéma, thriller, policier, horreur. Alors pour celui-là, j'ai mis d'abord le deuxième tome des Montagnes hallucinées de Go Tanabe, qui est un manga qui reprend les histoires de Lovecraft. Vous savez que j'aime beaucoup les histoires de Lovecraft et en particulier les Montagnes hallucinées. J'avais réussi à lire le premier tome il y a peut-être 2 ou 3 ans, que j'avais adoré. J'ai trouvé justement que pour une fois, c'était une retranscription graphique assez proche de ce qu'on peut imaginer quand on lit le livre. C'était pas trop fantaisiste dans le sens où vraiment ça ressemblait aux descriptions. Et le texte, pour moi en tout cas, n'était pas déformé. Il y avait non seulement, bien entendu, il est très talentueux, les dessins sont très très beaux, mais on a vraiment l'impression de le vivre tel qu'on le vivait dans le livre, avec parfois des moments sans dialogue, juste d'appréciation des paysages, des décors, des sons, des sensations, qui, je trouve, font justement toute la puissance de Lovecraft. Pour moi, ce ne sont pas ces monstres dégueulasses, c'est l'atmosphère. Et quand cette atmosphère n'est pas retranscrite ou mal retranscrite, parce que dans les films inspirés par ces histoires, ou dans les livres, bandes dessinées, mangas, puis il y en a un paquet qui s'inspire de Lovecraft, ça se base toujours sur des monstres dégueulasses qui font partie de son bestiaire, mais ça n'est pas ça, pour moi en tout cas, qui marque, qui fait peur ou qui fait que ces histoires sont bonnes. Pas du tout. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé avec Go Tanabe, c'est-à-dire que c'est vraiment l'atmosphère qu'il arrive à refaire sentir. On voit pas forcément beaucoup de monstres, comme on n'en voit pas beaucoup dans les histoires de Lovecraft, puisque finalement on les voit que par certains moments, mais c'est vraiment tout le déroulement en fait qui importe et le ressenti pendant ce déroulement. Du coup, comme j'ai vu qu'il a commencé à en sortir de plus en plus, outre avoir enfin aussi fait le deuxième tome des Montagnes hallucinées en e-book, parce que celui-là aussi je l'attendais et ça a été fait il n'y a pas longtemps, hein.
Il en a aussi sorti d'autres et donc je me suis aussi mis La couleur tombée du ciel parce que vu que Les montagnes hallucinées étaient très bien traitées, La couleur tombée du ciel, qui est une histoire quand même très particulière, je me demande comment est-ce qu'on peut la retranscrire graphiquement, encore plus en noir et blanc. Je suis dubitative et en même temps, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'il a réussi à en faire et de voir s'il va en faire quelque chose d'aussi bien qu'avec Les montagnes hallucinées. Dans la même catégorie, j'ai mis La fille du temps de Joséphine Tey parce que je l'ai depuis très longtemps dans ma palle. C'est un livre que j'ai pris au hasard il y a plusieurs années. Je crois que c'était quand j'étais un petit peu dans ma période où je lisais beaucoup de livres historiques et que justement je prenais un petit peu tout n'importe quoi et que j'avais commencé à tester les livres historiques policiers. Voilà, mais que, comme j'ai déjà expliqué, les policiers et moi, c'est très occasionnel. Du coup, au bout d'un moment, celui-là, je l'ai mis dans un coin et j'ai un petit peu zappé. Et tout ce dont je me rappelle, et c'était ça qui m'avait intriguée, c'est que c'était un policier historique, mais en fait une histoire de policier moderne qui va faire une enquête policière à cause d'un tableau qui va le faire remonter dans le temps par des archives historiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de voyage dans le temps, c'est une histoire de résolution de crime qui est arrivé dans le passé, mais dans un monde actuel. Même si le livre a été écrit dans les années 50 en fait. Ça m'a un petit peu rappelé le tableau du maître flamand dans sa description d'Arturo Pérez Reverte que j'ai absolument détesté. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je me détache justement de la seule référence que j'ai d'enquête policière avec des tableaux pour essayer de venir avec une pensée dégagée, une pensée claire en fait, sans interférence avec ce truc qui j'ai eu un mal de chien à le lire. Voilà. Je préfère le dire, je suis désolée s'il y en a qui ont adoré, mais je l'ai mal vécu ce bouquin. Alors, catégorie suivante. Il s'agit de Patti Smith pour la musique, chant, féminisme, autobiographie, journal et mémoire. Et ah oui, pour celui-ci, donc j'ai mis Mascarade de Ray Célestin. J'avais déjà lu de lui, manquerait plus que j'ai oublié le titre, Carnaval, qui était une enquête policière historique qui se passait au début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans et avec ce milieu de naissance du jazz, il y avait vraiment toute une atmosphère de romans très noirs, policiers, très trempés dans la Louisiane, dans ses traditions, dans le voodoo, mais sans non plus que ce soit les caricatures habituelles qu'on a dans ce genre-là. Et c'est un roman policier que j'avais absolument adoré, ce qui est rare pour moi dans cette catégorie-là, pour le style d'écriture, pour l'histoire, parce qu'il n'y avait pas non plus les clichés de fin avec le méchant qui nous raconte sa life pendant 20 pages pour nous expliquer le pourquoi du comment. Il y avait un déroulé très naturel et les descriptions climatiques de la ville, de l'atmosphère, fait qu'on avait l'impression en fait d'être là, dans ce truc moite, collant, et j'avais beaucoup aimé. À la fin de l'histoire, en fait, certains personnages qu'on a croisés dans ce livre-là vont se retrouver quelques années plus tard dans le livre que j'ai mis là, dans la palle, donc Mascarade. C'est-à-dire que c'est une histoire en 4 tomes qui chacun se passe à des époques différentes, mais qui vont en fait traverser l'histoire du jazz aux États-Unis pendant des périodes très marquantes et très marquées par ce style musical. Donc celui-ci, si je me rappelle bien, se passe dans les années 30. Il me semble que c'est à peu près la période de la prohibition puisque ça se passe à Chicago et que forcément ça va être très lié à la mafia, Al Capone et tout ce genre de choses. Voilà. Donc franchement, j'ai lu Carnaval il y a un moment. Il fait partie de ces auteurs où je me suis dit oh là là, faut absolument que je lise le suivant, et puis mes pensées sont rattrapées par d'autres bouquins et je zappe, et après je me dis mais il serait temps quand même, j'ai vachement envie de les lire. En même temps, si on avait le temps de lire tout ce qu'on a envie de lire, nous serions dans un monde merveilleux. Bref, et donc forcément ça correspond à musique. Sinon, j'ai également choisi Les Lettres à son frère Théo de Vincent Van Gogh. C'est vrai que cette fois-ci, j'en ai aussi profité pour mettre des essais et puis carrément des choses écrites par des artistes, par des écrivains.
J'avais vu le musée à Arles où justement il y avait plusieurs des lettres de Van Gogh qui étaient exposées, de celles qu'il avait envoyées à son frère. Et je me rappelle justement que c'était des textes qui étaient très intéressants, très beaux selon les citations, et il n'y a pas longtemps, en fait, je suis retombée sur des citations de Van Gogh qui sont toutes tirées des lettres qu'il a envoyées à son frère. Et je me suis dit, mais au fait, c'est vrai, il a écrit des livres, et en plus d'écrire des livres, il y a aussi des recueils avec les lettres. Putain, j'ai du mal à parler, pardon. Avec les lettres qu'il a écrit à son frère. Faut que je ralentisse quand je parle, je suis désolée, des fois on a l'impression que j'ai un train dans la bouche et du coup je raconte n'importe quoi et bref, vous avez compris mon idée, j'espère. Bref, j'ai envie de le lire, voilà, tout simplement, c'était tout. Franchement, entre les moments où je raconte ma vie, où je pars dans des délires toute seule, où je bafouille, comment je dois vous saouler? J'en suis désolée, mais vraiment. Mais y a des choses en fait qu'on ne peut pas, qu'on peut pas arrêter. Mais je vous assure, hein, ça fait beaucoup d'années que j'essaye depuis que je suis née. Hein. Mais y a des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà, donc je suis désolée. Dernière catégorie, il s'agit de Loï Fuller, que je ne connais absolument pas. Pour la danse, les arts de la scène, corps et littérature de l'imaginaire. Alors, j'avais pas grand chose à mettre encore une fois parce que pour cette catégorie-là, j'étais un petit peu coincée. Alors, j'ai un petit peu trichoté. D'abord, j'ai mis le bambou nain de Cafu, qui apparemment est une histoire d'un peintre. Oui, encore une fois. C'est pas voulu, hein, parce qu'à la base, je l'ai pas mis là pour le peintre, forcément, sinon il serait pas dans cette catégorie. Mais cette année, j'ai des peintres partout. Et donc du coup qui nous raconte les tribulations de cet homme et semblerait-il d'une façon assez humoristique, un style de livre d'auteur japonais que je n'ai encore jamais lu jusqu'à maintenant. Donc je me disais que ça valait la peine d'essayer. Et pourquoi je l'ai mis dans art de la scène? Parce que apparemment il y a pas mal de geishas dans l'histoire. Les geishas sont, quelles que soient les catégories auxquelles elles appartiennent, font quand même toujours partie de ce qu'on appelle les arts de la scène par leur apprentissage de la danse, de la musique et puis parce qu'elles se mettent en scène devant leurs clients. Donc, je trouvais que ça collait. Et pour terminer, j'ai aussi choisi un livre qui s'appelle Les chasseurs dans la neige qui tourne autour de Peter Bruegel, qui est un peintre que j'adore, mais dont on sait très très peu de choses. On ne sait quasiment rien d'ailleurs sur sa vie, on n'a en fait que les peintures qui nous sont restées. Et ici, l'auteur a décidé d'écrire une sorte de biographie romancée en se basant sur le tableau, une partie de chasse où on voit effectivement des chasseurs dans la neige, et d'essayer de se baser sur tout ce qu'il a appris de cette époque-là pour essayer de faire correspondre avec une vie imaginée de Bruegel. Voilà. Donc j'ai trouvé le concept intéressant. Bruegel étant un peintre que j'ai toujours beaucoup apprécié, dont j'ai vu pas mal d'œuvres dans plusieurs musées que j'ai toujours beaucoup aimé. Je m'étais dit que finalement c'était à tester. C'est un livre encore une fois qui n'est pas gros. Donc voilà, je me disais que par rapport au concept, ça pouvait coller sur littérature de l'imaginaire. Voilà, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. En même temps, c'est que de l'imagination. Voilà, bon, donc il a fallu un petit peu... Voilà, donc écoutez, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec mes pérégrinations cérébrales et mes baragouinages, bafouillements intempestifs. Et puis si vous faites ce challenge, parce que je n'en vois vraiment pas beaucoup, en tout cas pas sur mon fil à moi, ni sur Instagram, ni sur YouTube, et je trouve ça dommage parce que non seulement je le trouve hyper intéressant, mais c'est vrai que j'aimerais bien entendre d'autres personnes en fait qui parlent de livres d'art, qui parlent sans être des livres uniquement d'apprentissage d'art ou d'image d'art, mais liés aux romans, aux essais, à tout ce type de choses. Et écoutez, si vous faites ça, n'hésitez pas à me laisser des liens, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des conseils de lecture que vous avez qui tournent autour des thématiques dont on vient de parler et éventuellement qui sont en rapport avec ce que je vous ai expliqué d'ailleurs. Sur mes goûts, hein, on ne sait jamais. Et encore une fois, ne soyez pas vexés si on n'a pas les mêmes goûts. C'est l'art, la littérature, mais alors vraiment l'art, surtout l'art pictural, c'est vraiment extrêmement subjectif.
on ne peut pas changer ses opinions, même si les opinions d'elles-mêmes peuvent changer dans le temps. Mais d'ailleurs, si vous voulez défendre des œuvres que j'ai critiquées pendant ma vidéo, en expliquant peut-être des choses que moi, dans mon petit cerveau, je ne conçois pas du tout, je ne perçois pas, je ne comprends absolument pas, n'hésitez pas non plus, ça fait partie du jeu. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis très très bonne lecture et puis à bientôt. Ciao ciao.